Des températures hivernales en dessous de zéro. Le froid s'installe dans le nord, l'est et le centre de la France. Le thermomètre descendra encore durant la semaine. Des mesures ont été mises en place pour prendre en charge les sans-abri. La menace de la grève à la SNCF à partir de demain soir, même si la porte n'est pas tout à fait fermée. Dominique Perben s'engage par écrit. Il n'y a pas et il n'y aura pas de privatisation. Le Parti socialiste affiche son unité, se dit prêt à affronter la droite aux prochaines présidentielles. Une mention commune a été trouvée, elle est censée mettre fin à un an de querelle. Le rassemblement s'est fait autour de François Hollande qui a clos le congrès du Mans par un discours très offensif. De la voile avec la victoire de Pascal Bidégori et Lionel Lemonchois qui ont remporté la course des multicoques. Ils sont arrivés tout à l'heure à Salvador de Bahia, la route du café. L'une des plus grandes danseuses russes fête ses 80 ans sur scène au Kremlin. Maya Plisetskaya dansera ce soir lors d'un gala donné en son honneur. La danseuse étoile au firmament depuis ses débuts dans les années 40 est devenue une figure de légende, un mythe de son vivant, un charisme et une présence unique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le froid s'installe en France et les températures vont à nouveau descendre en dessous de zéro la nuit prochaine. Sont concernés essentiellement le nord, l'est et le centre du pays où le thermomètre descendra jusqu'à moins 7 degrés. L'offensive de l'hiver se renforcera tout au long de la semaine. Reportage à Lille de Bruno Timsit et Patrick Wurson. À 2 pas de la gare de Lille, c'est un des rendez-vous traditionnels de l'hiver. Ici, la distribution de soupe et de nourriture a repris cette semaine. Voilà. L'arrivée du froid a été brutale. Tous redoutent une nouvelle baisse des températures. J'ai froid, j'ai peur pour moi, j'ai pas envie de mourir. S'il caille. Et les températures commencent à baisser et ça me fait peur. On est invisible aux yeux de la société et donc ouais, l'hiver va être dur encore une fois, tout simplement. Dans les rues de l'agglomération lilloise, le SAMU social part à la recherche de personnes en détresse. Certains n'ont plus la force de les suivre vers les foyers d'accueil et préfèrent passer la nuit dehors, malgré la température qui s'approche dangereusement des 0 degrés. Bonsoir. Les signalements au 115 se multiplient. Pour avoir une place au chaud, ce couple devra être séparé cette nuit pour ne pas devoir une nouvelle fois dormir dehors. Là, il fait très froid et on ne peut pas laisser les gens dehors quand il fait froid. Même ouvrir la porte de son escalier, ça coûte quoi? Parfois, ce sont des familles entières à qui il faut trouver un toit. Je 8, 6 enfants. Un toit pour une nuit seulement. Si elles n'ont pas d'autre solution, là, elles devront refaire le 115 dès demain matin pour espérer avoir une place pour le soir qui suit. Ce foyer peut accueillir 65 personnes, mais affiche déjà complet. Face à une telle situation, dès le mois de novembre, les associations craignent un hiver encore plus dur que les années précédentes. On est au début de l'hiver et on n'a pas connu cette situation depuis 2001. Tous les voyants sont au rouge, quoi. Je ne sais pas comment on va passer l'hiver. Depuis le début du mois, le plan hiver a été déclenché. Sur toute la France, 9000 places d'hébergement supplémentaires sont prévues cette année. Ce n'est pas encore assez, disent les associations. Au Val-Fouré, près de Mantes-la-Jolie, la rénovation urbaine commence à porter ses fruits. Les habitants relogés dans de plus petits immeubles avec des espaces verts pour les enfants ont décidé de rester dans le quartier. Le réaménagement entrepris depuis plusieurs années offre une nouvelle vie à la cité. Dernier symbole du tout béton, ces 2 tours de 17 étages construites dans les années 60 et qui ont été pulvérisées en quelques secondes. Jérôme Soulard, Guillaume Viard. Un grand boom en plein cœur des habitants du Val-Fouré. 2 tours encore démolies ce matin à Mantes-la-Jolie, le 11e bâtiment en 10 ans. Un rêve de verdure, d'espace, une volonté de sortir le quartier de son image de ghetto, une page qui se tourne, non sans émotion. Ça me touche d'avoir ça parce qu'on a eu tellement de mal à avoir un appartement, puis maintenant tout s'écroule, c'est vrai que ça me fout les boules, quoi. Un peu plus tôt ce matin, Priscilla et Suzy, les 2 sœurs, elles aussi étaient un peu tristes. Dernier coup d'œil sur ces 2 tours où résidaient tant d'amis et de connaissances. C'est une bonne du fait que ça va changer un peu le quartier. Et une mauvaise parce que voilà, il y a des souvenirs et on a tous grandi là-dedans. Donc en fait, c'est comme si on nous retirait un petit truc de notre enfance. Voilà. Un étage plus haut, Jamila, elle, est heureuse. Un vis-à-vis bien trop gris depuis 23 ans qu'elle ne regrettera pas. Un grand désarroi avec ces immeubles. Ils étaient pleins de rats, premièrement. Il y avait la drogue qui circulait. Il y avait beaucoup de choses négatives pour nous. Et je suis contente que ça parte parce que vraiment, les gens ils étaient malheureux. Un peu d'air pour les habitants et des services publics qui réinvestissent le quartier.
Au printemps, 2 nouvelles tours seront détruites. L'espoir de changer l'image et le quotidien de la cité, car au Val-Fouré, plusieurs centaines de jeunes diplômés rêvent principalement de trouver un emploi. Et précisément, pour sortir les banlieues de la crise et en particulier du chômage chronique, on retiendra cet engagement du patron de la SNCF, Louis Gallois, qui promet d'engager au moins 10% du recrutement dans les quartiers défavorisés l'an prochain. Nous avons des responsabilités dans cette affaire et la première, c'est de leur donner du travail, dit-il. Cet appel de Louis Gallois intervient au moment où la menace de la grève à la SNCF se précise. À partir de demain soir, tout n'est pas perdu, mais à l'heure qu'il est, on semble être dans l'impasse puisqu'aucune négociation n'est prévue avec les syndicats de cheminots. La porte n'est pas fermée, dit-on. Quant à Dominique Perben, le ministre des Transports, il réaffirme que le gouvernement n'a aucune intention de privatiser la SNCF. Il est même prêt à donner cette confirmation par écrit. Reste à savoir si cela suffira. Stéphane Despinois, Arnaud Wurst. Embouteillage sur les quais, difficulté à se faire une place à bord, la journée de mardi aura un air de déjà-vu. En province, le trafic des TER sera réduit au tiers, peut-être un peu plus dans certaines régions. Un train sur 3 aussi pour les Transiliens en banlieue parisienne. Sur les grandes lignes, le tiers des TGV circulera, un corail sur 4. Enfin, un trafic quasi normal pour les Thalys et les Eurostars. La 6e grève de l'année à la SNCF est déclenchée par 4 syndicats. Les revendications sont nombreuses, 23. Mais la CGT, FO et Sudrail dénoncent avant tout une privatisation rampante de l'entreprise. Interpellé, le ministre des Transports se veut rassurant. Il n'est pas question de privatisation sous quelque forme que ce soit. Et d'ailleurs, pour que les choses soient claires, au-delà de ce que j'ai pu dire depuis déjà plusieurs semaines, je le confirme dès aujourd'hui par écrit aux organisations syndicales pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Jusqu'à présent, en effet, les engagements du gouvernement n'ont pas convaincu les syndicats, à commencer par la CGT. On a par exemple privatisé le grand service national de messagerie, le CERNAM. Quelque part, les conditions sont réunies ou s'organisent de façon progressive à ce qu'on aille vers des privatisations partielles. Le train de la grève est donc bien lancé malgré 5 séances de négociation entre syndicats et direction. Selon le président de la SNCF, un nouveau conflit risque pourtant de ruiner les efforts faits ces derniers mois. Tout ce que nous pouvons faire pour l'éviter, il faut l'éviter parce que l'entreprise va bien, elle est en plein développement. Les trafics voyageurs sont exceptionnels. Le fret, qui a eu beaucoup plus de difficultés, est en train de connaître les premiers signes de son redressement. Il ne faut pas casser cette dynamique. Pour les salaires, l'emploi et le service public, la grève est reconductible. Les syndicats font donc le pari d'une forte mobilisation des cheminots mardi pour poursuivre le bras de fer. Et du côté de Marseille, à la RTM, eh bien, l'espoir d'une fin de grève s'évanouit. 2 syndicats qui étaient favorables à une reprise du travail viennent de claquer la porte au 42e jour de grève. Autour de François Hollande, qui fait figure de rassembleur, le Parti socialiste a réussi à faire l'unité au terme d'une nuit blanche ou presque. Le PS a finalement trouvé un accord et un programme. Le premier secrétaire du parti est conforté comme numéro 1 et les ambitions des candidats à la présidentielle sont reportées à plus tard. Jeff Wittenberg, Frédéric Basile, Pascal Caron. François Hollande a un moment préféré dans les congrès, c'est celui-là. Les félicitations aux vainqueurs. Un Hollande qui triomphe à son entrée ce matin dans le parc des expositions. Le premier secrétaire de tous les socialistes qui arrive. Il sait qu'il va être reconduit pour la 4e fois à la tête du PS, autant que Jospin, presque comme Mitterrand. Et comme au bon vieux temps de ses prédécesseurs, François Hollande et son parti se sont offerts une longue nuit de la synthèse. Je viendrai vous faire le point régulièrement. Une nuit avec ses conciliabules, ses suspensions de séance, ses tractations. Objet des palabres, un texte commun avec Laurent Fabius d'une part et le trio Payon-Montebourg-Emmanuelli d'autre part. À 2h, Arnaud Montebourg s'énerve, il refuse de se renier sur son idée de 6e République qu'il voulait voir adoptée. La synthèse se fera sans lui. Il est près de 4h, les journalistes accourent, c'est la fumée blanche de la synthèse, les rivaux sont réconciliés. Ce que les Français attendent de nous, c'est surtout pas de chicaya. Une union forte pour donner espoir aux Français. J'ai du mal à y croire. Arnaud Montebourg peut bien partir seul dans la nuit. Ce matin, les traits sont tirés, mais chacun est prié d'afficher le sourire des retrouvailles et le spectacle de l'unanimité. Tout le monde vote le même texte, des mois de querelles effacées en une nuit. Il faut que précisément qu'on s'achemine vers l'aube, c'est-à-dire l'arrivée d'un jour nouveau. Et en ce jour nouveau, selon eux, les socialistes parlent de rompre avec la chiraquie. C'est l'expression de François Hollande à la tribune qui propose un plan pour les banlieues. Qui a démantelé la police de proximité? Qui a réduit les subventions aux associations? Qui a renoncé à la prévention? La droite. Moi, je n'ai pas d'adversaire, plus d'adversaire au sein du Parti socialiste. C'est contre la droite, ensemble,
qu'il faut maintenant partir. Pour comprendre cette réconciliation générale, certains se réfèrent à 2 sondages publiés ces derniers jours. L'un montre une adhésion des Français à la politique de sécurité du gouvernement, l'autre un PS mal en point dans l'opinion publique. Dans ce contexte, les socialistes ont estimé que le spectacle de leur division n'aurait fait qu'aggraver les choses. François Bayrou, invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, a commenté le congrès du Mans en disant son scepticisme sur la synthèse qui s'est faite entre les différents courants du Parti socialiste. On écoute le patron de l'UDF. Ce choix signifie évidemment que les grandes orientations, et notamment les grandes orientations européennes qui avaient servi de combat au Parti socialiste, sont aujourd'hui effacées dans la confusion. Le mot confusion, ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est ce matin Michel Rocard. Il a dit si synthèse il y a, ça sera évidemment un obscurcissement et une confusion. Après l'incendie d'une église de Romans-sur-Isère, incendie qui avait suscité une vive émotion, les 4 mineurs entendus par le juge d'instruction hier ont été mis en examen. 2 sont écroués. Ils sont âgés de 15 et 17 ans. Ils sont soupçonnés d'être les principaux auteurs des départs de feu qui ont endommagé la toiture et l'autel de l'église Saint-Jean d'Ars. Par ailleurs, un début d'incendie a touché une mosquée dans la banlieue de Montbéliard la nuit dernière. Peu de dégâts, fort heureusement. Le feu aurait été provoqué par des engins incendiaires. Une enquête a été ouverte. Grâce notamment aux analyses ADN, une affaire criminelle vieille d'une centaine d'années a été résolue dans les mains des gendarmes. Quelques ossements et une pièce de monnaie. Romain Clément. L'histoire commence en mars dernier, dans ce village de Grèce en Vercors, lorsqu'un groupe de spéléologues découvre dans une cavité des ossements humains. Appelés sur les lieux, les gendarmes retrouvent à leur tour d'autres éléments du squelette, ainsi qu'une pièce de monnaie datée de 1880. Cette nouvelle réveille la mémoire du village. On se souvient de la mystérieuse disparition de Jean-Henri Moutet, c'était en 1913, et un cahier rédigé par un gendarme de l'époque confirme les faits. Le squelette est envoyé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Les premières conclusions évoquent un homme de 30 ans, 1,70 m, boiteux. Bref, tout correspond à Jean-Henri Moutet. Les tests ADN le confirmeront. Les gendarmes enquêtent, les langues se délient peu à peu dans le village et les secrets de famille tombent. C'est ainsi qu'un des descendants de Léopold Girard, un berger mort à la guerre de 14, avoue que sur son lit de mort, le berger était passé aux aveux, il aurait tué Moutet au cours d'une rixe. Il y en a qui veulent dire, moi j'ignore, hein, qu'ils aimaient tous les deux la même femme, hein, la même copine, enfin bon, fille quoi. Alors que c'était foutu une tabasse. Hein. Alors est-ce qu'ils se sont tués comme ça? On ne sait pas. 92 ans plus tard, l'enquête est close. Et Jean-Henri Moutet, officiellement déclaré mort, pourra lui aussi reposer dans le village. L'actualité internationale avec d'abord cette situation tragique au Pakistan. Le Cachemire a été, vous le savez, profondément meurtri par le tremblement de terre il y a un mois. Chaque heure compte et le pays manque de tout. Une embellie peut-être avec cette conférence des donateurs qui ont promis 6 milliards d'aides aux sinistrés, donateurs dont la France fait partie, et ce au moment où les Nations Unies réclamaient précisément une véritable mobilisation de la communauté internationale qui a beaucoup tardé à se manifester. Les chiffres sont effrayants, 86 000 morts, 60 000 blessés et 3,5 millions de sans-abri, un pays partiellement dévasté comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Mathias Second. L'urgence commence à 1000 mètres, là où la neige se posera dans quelques semaines. La France apporte avec elle 80 millions d'euros d'aide au Cachemire. Pont aérien, en ville, même les maisons qui ont tenu sont inhabitables, trop fissurées. Sous les tentes, les survivants sont inquiets. Il ne faut pas que ça dure, dit celui-là. Il va faire très froid. On ne peut pas laisser nos enfants sous des tentes, il nous faut de l'argent, des briques. Un mois après la secousse, la terre a encore tremblé. Hier, 3 longues secondes. Un mois après, il manque toujours des tentes, des vêtements chauds. Quand il y a 3 millions de personnes déplacées, tout devient effrayamment compliqué. À la fois en termes de prévention des maladies, mais aussi en termes d'infrastructures qu'il faut reconstruire, l'eau, l'assainissement, les hôpitaux qui ont été détruits. Et donc la France est aux côtés du Pakistan. Dans les plaines, les montagnards cachemiris vont patienter dans ces camps gigantesques. Moi, je veux bien retourner, dit cet homme, mais je passerai l'hiver ici. Et dans 5 mois, au printemps, je remonterai pour reconstruire. La famille d'Abdoulhamid patientera donc ici, à 11, sous le même abri. Sa fille Faranda a trouvé une école provisoire.
Le gouvernement pousse la population à ne pas descendre des montagnes. Le sentiment d'attachement au Cachemire est de toute façon très fort. Farhanda le chante, elle veut rentrer chez elle, sa mère est restée là-bas, elle y est enterrée. Une nouvelle tempête tropicale en Amérique centrale, en touchant le Honduras, des pluies torrentielles ont provoqué la mort d'une vingtaine de personnes. Quelques 5000 personnes ont dû être évacuées des côtes, de très gros dégâts avec une ville côtière sous les eaux en partie. Il s'agit de la 24e dépression depuis le début des ouragans dans l'Atlantique, de cette saison donc. L'Espagne célèbre aujourd'hui la fin du franquisme, une période sanglante de son passé. Il y a 30 ans, la mort de Franco allait marquer la fin d'une page d'histoire. Aujourd'hui, seuls quelques nostalgiques et la fille du dictateur se sont recueillis devant le mausolée que Franco s'était fait construire près de Madrid, un lieu de culte embarrassant. Reportage Christian Houtin, Mathias Barrois. Il chante l'hymne officiel de la dictature passée. C'est le grand jour pour les derniers fidèles de Franco. À leur tête, la fille du dictateur défunt. Un paradoxe dans une Espagne solidement ancrée dans la démocratie, 30 ans après la mort du caudillo. Franco nous a donné ce que nous avons. Une Espagne forte, mais que certains essaient d'affaiblir aujourd'hui. Selon eux, l'héritage du franquisme est aujourd'hui menacé. Dans le mausolée, devant la tombe du dictateur, toutes les générations se retrouvent. Le salut fasciste s'apprend dès le plus jeune âge. Ici, on assume ses opinions. Le salut, c'est mon respect à mon général Franco qui a sauvé l'Espagne du communisme. C'est le salut fasciste, évidemment. C'est le salut fasciste. Moi, je suis fasciste. La vallée de Los Caídos, ceux qui sont morts en espagnol, c'est une croix de 150 mètres de haut visible à des kilomètres. Un mausolée à la gloire du franquisme, construit dans les années 50 par plusieurs milliers de prisonniers politiques. Un symbole qui dérange aujourd'hui. Les victimes de la dictature réclament que leur mémoire y soit honorée. Nous estimons que la vallée de Los Caídos doit être transformée en un mémorial démocratique. Un musée où l'on raconte ce qu'était réellement le franquisme, un régime semblable à celui d'Hitler et de Mussolini. Sur ce sujet, le gouvernement socialiste garde un silence embarrassé. En mars dernier, c'est en catimini qu'il a entrepris de s'attaquer à un symbole du franquisme. La dernière statue équestre de Franco, à Madrid, déboulonnée sous les huées d'une poignée de fidèles. Aujourd'hui, Franco reste un tabou. Pas question pour une écrasante majorité d'Espagnols de toucher à la crypte où repose le caudillo. Une bizarrerie en Europe. L'Espagne est en effet le seul pays de l'Union où l'on peut commémorer un dictateur dans un lieu public. Commémoration aujourd'hui du 60e anniversaire du procès de Nuremberg. Pour l'occasion, quelques-uns des avocats et des magistrats qui avaient participé au procès des criminels de guerre nazis se sont retrouvés dans la salle même où s'est ouverte l'audience de ce 20 novembre 1945. Nuremberg qui marque le début d'une juridiction pénale internationale. Aux États-Unis, les relents de l'antisémitisme véhiculent à nouveau la thèse du complot. Un documentariste de New York a décidé de démonter ce phénomène de propagation de la rumeur à travers une enquête, un documentaire filmé dans lequel il donne la parole aux plus extrémistes pour tout mettre sur la table. Michel Mampontet. Au départ d'une rumeur, il y a d'abord un événement qui nous aveugle, qui est incompréhensible. C'est là que naît la rumeur. Exemple, cet homme à barbe est venu se demander si par hasard les attentats n'étaient pas le résultat d'un complot juif. Réaction immédiate, bien sûr, mais il reste quelque chose de sale qui traîne, la rumeur. Bienvenue dans les poubelles de l'histoire, c'est là que se déroule le nouveau film de Marc Lévy. Un voyage au pays de la rumeur, où l'intelligence et l'esprit d'analyse n'ont rien à faire. La rumeur trouve toujours un terreau pour l'accueillir. Un peu de frustration, un peu d'humiliation, un peu de haine, et la rumeur devient un fait. Yes, Jews did not show up to work that day. Over 4,000 Jews did not show up to work that day. You believe that? Yeah, I believe that, and it was said. La simple liste des noms juifs qui ont péri le 11 septembre ne change rien à l'affaire dans la tête de certains. Il faut voir un complot, le reste n'est qu'une affaire de foi. Par exemple, un complot juif liant la CIA au Mossad pour fabriquer le 11 septembre, les gens ont l'impression d'expliquer l'inexplicable. Marc Lévy, réalisateur new-yorkais du protocole de la rumeur, s'est attaqué à un défi de taille. Observer la rumeur et lui opposer des faits. Quoi qu'il en dise, la rumeur résiste aux faits, comme la bêtise résiste à l'intelligence.
Ce n'est pas dans l'ordre des faits, ce n'est pas dans l'ordre de la raison. J'aurais aimé croire que chaque personne qui croit en ce genre de saloperie est idiot, mais ce n'est pas le cas. Internet, nouvelle technologie, mais bêtise éternelle, l'antisémitisme en haut débit. Quelle que soit l'invraisemblance des accusations, qu'importe, il y a complot puisqu'on ne sait pas tout. C'est irréfutable. Contre la rumeur, c'est la fin du film, les mots d'Elie Wiesel, tellement humains et qui pourtant ne changent presque rien. He or she who hates Jews hates all minorities, all those who are different. He or she who hates Jews will end up hating everybody, and then himself. La Chine a annoncé l'existence de 2 nouveaux foyers de grippe aviaire et multiplie les opérations préventives. La Chine aussi qui produit la matière essentielle à la fabrication du médicament antiviral, le Tamiflu à base de badiane. La badiane est en effet cultivée dans les montagnes du Sud. Elle est la seule, dit-on, qui ne risque pas d'être toxique. Reportage Philippe Rochaud, Sylvain Chaume. Pour gagner le territoire de la badiane, il n'y a guère de route. À 700 mètres d'altitude, dans les montagnes du Guangxi, on récolte les 2 tiers de cet anis étoilé chinois qui sert à la fabrication du Tamiflu. Maintenant, dans tout le pays, on sait que la badiane sert à combattre la grippe aviaire. C'est très efficace. La preuve, on n'a aucun cas ici. Les paysans du village de Baigan récoltent cette badiane 2 fois par an. Ils ne sont pas au courant de la polémique sur l'efficacité du médicament fabriqué avec le fruit de leur travail. La badiane ne peut pas être mise en cause. Voilà des siècles qu'on la cultive et les anciens en vantent les bienfaits. Quand il fait froid et qu'on en mange, on sent la chaleur qui vous envahit. Il y a plein d'avantages. Ça protège la santé. Le kilo de badiane se vend 1 € et les paysans peuvent gagner 200 € par mois. C'est beaucoup pour cette province qui fait partie des plus pauvres de Chine. Mais la découverte du Tamiflu n'a pas provoqué d'explosion sur les ventes. L'État fixe le prix d'achat aux paysans regroupés en une association de 2800 familles de la province du Guangxi. Maintenant, on est sûr que notre badiane a de l'avenir. Avant, la gestion du marché n'était pas bien organisée. Il y avait beaucoup de stocks et on n'écoulait pas la marchandise. Les paysans du Guangxi se croient protégés de la grippe aviaire à force de vivre dans la badiane et le marché aux volailles continue sans crainte de la maladie. Le pharmacien du village, lui, vend surtout la badiane aux gens de l'extérieur qui veulent se soigner. Chaque année, ce sont les gens du Nord qui achètent la badiane pour se chauffer l'estomac. Les villageois ici l'utilisent surtout comme épice. Les paysans chinois qui cultivent la badiane n'ont pas forcément l'impression qu'ils ont entre les mains une plante, un remède qui peut sauver le monde. Mais c'est d'abord pour eux l'un de leurs principaux moyens de survie. Y a-t-il des paris truqués sur Internet? Le football français, en tout cas, est en émoi, car on pourrait miser sur le web en jouant en telle ou telle rencontre de Ligue 1, une affaire qui aurait peut-être débouché sur une tentative de corruption d'un joueur de Metz, Franck Genozo. Le premier du championnat qui écrase le dernier 4-0, rien de très anormal. Mais le match Metz-Lyon a-t-il été le cadre d'une tentative de corruption? Depuis hier, le journal L'Équipe explique qu'un joueur messin a reçu un appel la veille du match. Au bout du fil, un individu se présentant comme un ancien joueur belge. La demande est claire, lever le pied en échange d'une somme d'argent. Le joueur aurait refusé. Dans le même temps, un site internet enregistre des paris particulièrement élevés sur ce match, le double d'un match normal. Au FC Metz, on a d'abord cru à un canular, avant de réagir fermement. Le Football Club de Metz a donc décidé de porter plainte contre X. Et nous allons également, par la même occasion, demander aux joueurs de faire la même chose. Parce qu'il faut quand même que, je dirais, la vérité éclate. Je l'ai pris sur le ton humoristique en disant que c'était la dernière histoire belge, mais ça me fait plus de la peine que ça me fait sourire. Une histoire en tout cas prise au sérieux par les instances du foot français. La Ligue de football professionnel se déclare très préoccupée du développement anarchique des sites de paris en ligne. À l'exception du PMU et de la Française des Jeux, les paris sportifs sont interdits en France. Pourtant, sur Internet, il est possible de parier sur tous les matchs de championnat grâce à des sites basés à Gibraltar ou à Malte où le jeu est parfaitement légal. Des paris sur les résultats, le score ou même la minute des buts. Plusieurs scandales ont déjà éclaté en Europe. La justice belge enquête sur 2 matchs ayant fait l'objet de paris 25 fois supérieurs à la normale. En Allemagne,
Un arbitre a même été condamné à 2 ans et 5 mois de prison. Il avait reçu de l'argent pour influencer des matchs, pendant que la mafia croate pariait sur Internet, toujours sur le bon résultat. De la voile avec sur la route du café, l'arrivée des Formule 1 de la mer, premier des multicoques Pascal Bidégori et Lionel Lemonchois, qui ont remporté la compétition dans la Transat en double entre Le Havre et Salvador de Bahia. Florent Gautreau. C'est l'histoire de 2 marins et d'une Formule 1. Une Formule 1 des mers qui a mis 14 jours et un peu plus d'1 heure pour faire Le Havre-Salvador de Bahia, record battu. Et 2 marins, heureux mais épuisés, par une route du café corsée, là où la plupart ont cassé, eux sont passés. On n'est pas encore tout à fait atterri, quoi. D'ailleurs, on n'a pas encore descendu du bateau, on est toujours à bord. Et puis on est toujours dans notre monde, pas réalisé vraiment que ça y est, on a gagné, quoi. On l'a claqué la course. Retour sur terre difficile après une traversée spectaculaire. Une moyenne proche de 30 km/h dans des conditions difficiles dès le départ. Mais les 2 échappés ne seront jamais rejoints. Ce qui est important, c'est la manière. Et cette année, la manière, elle a été extraordinaire. Elle a tellement été bien la manière, c'est qu'en plus on gagne, quoi. Franchement. C'est l'histoire d'un Normand un peu taiseux qui préfère le murmure de la mer au grand discours des terriens et d'un Basque bondissant qui s'est installé à La Rochelle pour donner libre cours à sa passion. C'est l'histoire de Lionel Lemonchois et de Pascal Bidégori qui gagnèrent une belle course et eurent beaucoup de talent. Tennis avec la victoire en double à Shanghai de Fabrice Santoro et Michael Ledra. Ils ont remporté le Masters de tennis, c'est une première pour la France. Ils ont battu Leander Paes et Nedad Simonjic 6-7, 6-3, 7-6. Quant au Suisse Roger Federer, il a été terrassé contre toute attente par l'Argentin David Nalbandian en 5-7 en finale du Masters. Sur l'eau maintenant, près de Béziers, chaque week-end, on trouve de plus en plus d'adeptes du kayak freestyle. Il s'agit de surfer dans les rapides des rivières. Léo Lamberton, Pascal Ponce. Ils dansent avec la rivière. Tous les week-ends, ces passionnés viennent défier les rapides des gorges de l'Orbe au nord de Béziers. Adeptes d'un sport nouveau, le kayak freestyle. Alors le principe du freestyle, c'est-à-dire de prendre du plaisir sur une vague ou dans un rouleau et partir sur un maximum de figures inimaginables. Venu des États-Unis, le kayak freestyle est arrivé en France il y a 5 ans et conquiert de plus en plus d'adeptes. À la différence du kayak classique, le but n'est pas de descendre la rivière, mais au contraire, de remonter à contre-courant pour surfer le plus longtemps possible dans les rapides. On regarde la rivière différemment, c'est-à-dire des mouvements d'eau qui avant étaient pour nous sans importance, maintenant c'est devenu des nouveaux terrains de jeu en fait. La figure reine du kayak freestyle, ça s'appelle le cartwheel. Vous surfez sur votre vague, et à un moment donné, votre bateau part à la verticale à 90 et fait une roue, directement. Donc c'est une figure complètement incroyable et on prend un plaisir fou. Mais jouer avec la rivière n'est pas à la portée de tous. Car pour enchaîner les figures, il faut avoir de sacrés biceps et aimer l'eau à 13 degrés. Ce qui est difficile, c'est de lutter un petit peu contre les éléments. C'est vrai que le courant, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup d'eau, est quand même très très puissant. Donc il faut avoir une sacrée condition physique, pouvoir enchaîner et se maintenir toujours au meilleur niveau sur ces vagues-là. Comme tous les sports de glisse, le kayak freestyle est en plein essor. Aujourd'hui, Américains et Australiens sont les plus nombreux à le pratiquer, mais les Françaises se débrouillent plutôt bien. Elles sont actuellement vice-championnes du monde. Aventurier de l'extrême et chercheur renommé, Nicolas Vanier part demain en Russie pour préparer sa future expédition en Sibérie. Après la traversée du Grand Nord canadien, l'explorateur essaiera de traverser les 8000 km de la Sibérie avec ses chiens et son traîneau. Agnès Monteux, Jean-Louis Melin. Camp des Écorces au Canada. C'est ici que Nicolas Vanier s'est entraîné avec ses 10 chiens pour sa prochaine expédition. Après la traversée du Grand Nord canadien, l'aventurier s'attaque à la Sibérie. Plus de 8000 km du lac Baïkal à Moscou qu'il compte traverser en 100 jours avec le strict minimum. Dans un traîneau, il y a bien évidemment un sac de couchage, ça c'est primordial puisqu'on essaye de s'accorder quelques heures de repos quand même de temps en temps quand c'est possible. Il y a une paire de raquettes parce que perdre ses raquettes, c'est un peu comme perdre son bateau dans la mer. Une scie pour couper des arbres morts pour pouvoir faire du feu et faire fondre la neige. Une hache pour pouvoir faire, c'est très important, des petites baguettes de bois pour pouvoir vite allumer un feu. Et ça peut vous sauver la vie lorsqu'il fait moins 50 ou moins 60. Les repos sont courts, 4 heures en moyenne, au rythme de la fatigue des chiens de traîneau.
Alors, il faut y aller. Hein? Faut y aller. Oui. Dans le nord, en plein hiver, les 3/4 de la traversée se feront en fait de nuit. Eh bien. Eh bien. La piste aura été tracée par des motoneiges qui ouvriront la route quelques jours avant lui. L'expédition se prépare depuis 1 an. Derrière l'exploit sportif, cette odyssée veut avant tout défendre un environnement menacé. Il m'a paru totalement impossible que de refaire une énième traversée comme toutes celles que j'ai pu faire pour le simple plaisir d'être là-haut avec mes chiens. Parce que, comme je dis souvent, la nature pleure et donc j'ai eu envie de la consoler. Oui, c'est bien ça. Rencontrer les peuples de Sibérie, témoigner de leurs problèmes liés au réchauffement climatique, c'est ce que Nicolas Vanier veut faire à travers cette odyssée qui sera très médiatisée. À Moscou, un événement dans le monde de la danse classique, celle qui a dominé le Bolchoï depuis plus d'un demi-siècle. Maya Plisetskaya dansera ce soir pour ses 80 ans lors d'un gala donné en son honneur. La danseuse étoile au firmament depuis ses débuts dans les années 40 est devenue une figure de légende, un mythe de son vivant, un charisme et une présence unique. Anne Poncinet. Toujours aussi gracieuse, Maya Plisetskaya. Elle ralentit le pas pour que le caméraman qui la filme à reculons ne tombe pas. Gracieuse jusque dans le moindre de ses gestes. Ceux d'une danseuse hors du commun que fête aujourd'hui Moscou. Elle est même encore montée sur scène ce soir lors d'un gala donné en son honneur dans l'enceinte du Kremlin, point d'orgue de plusieurs jours d'hommage dans la capitale russe. 60 ans d'une carrière éblouissante. Plisetskaya excelle dans l'interprétation du classique des classiques, le Lac des Cygnes, mais jamais elle ne cessera de rechercher à faire toujours mieux. Chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau, de différent dans l'interprétation. Parce que si c'était pour faire exactement la même chose pendant 30 ans, autant se pendre. Elle essaye de bousculer les cadres rigides de la chorégraphie soviétique, rêve de Béjar ou de Balanchine. Mais ils sont à l'ouest, elle est à l'est du rideau de fer. Enfin, elle trouve un chorégraphe cubain. Il crée pour elle une Carmen peu conventionnelle qui fait scandale. Parce que le dos n'était pas tenu droit, mais plutôt comme ça. Maintenant, on dirait, et alors? Et on n'aurait aucun doute sur le spectacle. Mais à l'époque, vous ne pouvez pas vous imaginer quelle guerre c'était. Ces audaces lui vaudront pendant des années d'être interdite de tourner à l'étranger. Mais apparemment, il en fallait plus pour la détourner de sa passion, puisque le temps lui-même n'y parvient pas. 2 fois primé au Festival de Cannes, dont un prix d'interprétation pour Tommy Lee Jones, la sortie du film mercredi prochain de 3 enterrements, dans lequel Tommy Lee Jones est acteur et réalisateur. Marie Jojouan, Frédéric Basquet. Une autorité innée. Tommy Lee Jones dirige sur ses terres à l'ouest du Texas, à la frontière mexicaine, un scénario qui tient à son cœur de Texan, où il est question de justice, de rédemption et d'une amitié brisée entre un éleveur texan et un paysan mexicain tué par un garde-frontière. Si jamais je meurs ici, tu me ramèneras à ma famille et tu m'enterreras dans mon village. Une promesse tenue, un voyage en enfer pour l'assassin qui, sous la menace, conduira le corps de sa victime jusqu'à son village natal. Une histoire d'homme, des vrais, à l'image du réalisateur, d'un abord disons abrupt, et de son scénariste mexicain. Comme la justice n'a pas été rendue officiellement, le héros est convaincu qu'il a une obligation morale auprès de son ami, en dehors de tout contexte légal. Et pour ce faire, il se charge de faire la justice lui-même. Tommy Lee Jones possède lui-même un ranch à la frontière texane. Il connaît son sujet. Le voyage est prétexte à évoquer le clivage social entre l'Amérique et le Mexique. C'est combien? 20 pesos. Vous prenez les dollars? Oui, ça fait 2 dollars. Vous parlez bien? Oui, tout le monde ici parle votre langue. On a tous travaillé de l'autre côté. On n'est pas entré dans les stéréotypes, ni texans, ni mexicains. Ce dont on a voulu parler, c'est de leurs conditions de vie, et puis des paradoxes, des contradictions de l'âme humaine. Quant à la rédemption de l'assassin, elle sera le fruit d'une méthode musclée,
et d'un tournage bon enfant. C'est vrai que tu as le sens de l'amitié. Bien sûr, on a tous un grand cœur. Résultat, un film intense, moralement et physiquement. Ce n'est pas l'acteur Barry Pepper qui dira le contraire. Enfin, cette vente aux enchères d'une huile sur toile de Monet, de la série des Falaises, vente à Rouen. L'œuvre s'est vendue 400 000 €. Elle a été peinte dans les années 1893-1895, intitulée Falaises près de Dieppe. On pense que c'est probablement un collectionneur étranger qui l'a achetée. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, votre film, Les Messagers du Vent, avec Nicolas Cage. Minuit 45, le dernier journal, présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, 7h30, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc reçoit Bertrand Delanoë. 13h, Élise Lucet. 20h, David Pujadas. Suite de compléments d'enquête, Benoît Duquesne revient sur le cauchemar de l'immobilier, notamment le surendettement de certains pour acquérir un appartement. Excellente fin de soirée sur France 2.